fait Georges Semprin. Rendez-vous à tout moment sur publicsénat.fr. Merci. Publicsénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité. Bordeaux aime son glorieux XVIIIe siècle. Façade du port, fleuve en majesté, les palais. Bordeaux a redécouvert en 2008, grâce à une exposition spectaculaire au musée d'Aquitaine, une époque plus récente, un peu oubliée, plus difficile à digérer. La mémoire bordelaise n'en avait gardé d'abord que des motifs décoratifs, des fresques, tout un style, des monuments familiers. Pourquoi une exposition sur les années 20-30 à Bordeaux ? Tout simplement, ça ne s'est jamais fait, c'est une première. Ce sont des années quand même qui nous sont proches. C'est la génération de nos parents, de nos grands-parents. Et ce sont d'ailleurs des années extrêmement riches et très diverses, sur tous les plans. Si vous vous promenez dans les rues de Bordeaux, vous avez encore des monuments, des constructions qui sont des témoignages de cette époque. Alors il y a des monuments très célèbres comme la Bourse du Travail ou par exemple le stade Chaban-Delmas ou la piscine judaïque. C'est l'époque des grands combats politiques où droites et gauches s'affrontent. Où sont les documents iconographiques sur la vie politique ? Ah, merci. Ici, quelques portraits d'Adrien Marquet, premier maire socialiste élu en 1925. Ce personnage, Adrien Marquet, a dominé la vie bordelaise entre les deux guerres. Militant, élu socialiste, il a glissé vers l'idéologie autoritaire, refusé le Front populaire jusqu'à devenir ministre du gouvernement Pétain-Laval en 1940. Ses choix, favorables à la collaboration avec l'Allemagne nazie, le conduisent devant la Haute Cour de justice en 1947. Son histoire est demeurée taboue jusqu'aux années 2000. Le Bordeaux de l'entre-deux-guerres est industriel, actif, populaire et personne ne s'étonne d'y accueillir un congrès socialiste. La parole est au citoyen Marquet. Le temps est loin, où dans la petite salle enfumée d'un quartier industriel et la salle de bal du village se réunissaient à l'appel du Parti socialiste des auditoires tout d'abord sceptiques et restreints. Mettre à la portée de chacun cette nouvelle expression de la pensée socialiste est une initiative heureuse. C'est grâce à elle qu'avec satisfaction je salue militants et amis connus et inconnus qui m'écouteront demain. Que leur dirai-je en quelques mots ? Au milieu des difficultés que la vie accumule, difficultés qui grandiront à mesure qu'augmentera notre puissance et que se multiplieront nos responsabilités, il convient de garder une confiance en l'avenir sereine et justifiée. Marquet est né en 1884, origine modeste, père disparu, mère arracheuse de dents à la foire. Lui-même sera mécanicien dentiste. Il vivra avec ses sœurs, célibataires, 104 cours Victor Hugo. Engagement politique lié à ce Bordeaux des gens de peu. Actif conseiller municipal d'opposition, il est élu conseiller général sur la rive droite ouvrière à la Bastide en 1924. Alors la stratégie de Marquet a très vite été une stratégie mêlant la recherche d'un appui dans le monde ouvrier, par le relais syndical notamment, par le relais de la CGT, et en même temps une ouverture vers le monde des employés et des classes moyennes bordelaises. Lui cherche à trouver un siège électoral à la mairie et à la députation en 1919, aux côtés de celui qui était devenu depuis 1910 la grande figure du socialisme girondin, Calixte Camel.
Kamel meurt très jeune, en 1923. Il a 60 ans. Pour Marquet, c'est effectivement une aubaine, si j'ose dire. Et il récupère complètement l'héritage de Kamel à tout point de vue, à la tête de la SFIO. Adrien Marquet est donc en 1925 le premier maire socialiste de Bordeaux. Coup de tonnerre dans la société. Mesure symbolique de ce grand communicateur, plusieurs grandes voix prennent le nom des héros socialistes. Édouard Vaillant au Chartron, Jules Guesde au Capucin, Jean Jaurès sur les quais face à la Bourse de commerce. Quand Marquet a été élu, la bonne vieille bourgeoisie se le représentait sous l'aspect d'un agitateur à foulard rouge, braillant en tête des militants, et que n'a pas été leur surprise de voir arriver un maire, comme pouvait être Marquet, super empesé en redingote. Les élites se rapprochent de lui parce que d'une certaine manière, il les rassure à la fois par rapport au rouge, en quelque sorte, mais il le rassure aussi parce qu'il a lui-même très vite, et dès 1925, pris l'habit du notable, en quelque sorte. Depuis sa jeunesse, il a toujours été quelqu'un de très attentif à son allure vestimentaire. C'est un homme de prestance, 1m80, et c'est un homme qui, à partir du moment où il a exercé la fonction de maire, s'est immédiatement le senti notable. Et ça, dans les années 30, avec le bilan municipal et l'image qu'il a voulu donner de Bordeaux et rendre à Bordeaux sa splendeur du XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui rassure les élites bordelaises. Devenu maire de la 4e ville de France à 41 ans, l'ancien délégué au Congrès socialiste de 1905, le mécanicien dentiste sans fortune, inaugure à tour de bras, fait filmer toutes les premières pierres de ses chantiers, entre néoclassique et modernisme éclairé. Il intervient personnellement sur les plans que lui fournit Jacques Doels, architecte de la ville. Marquet rêve d'être le Tourny du XXe siècle. Marquet était socialiste. Il est devenu le symbole, avec d'autres, de ce que l'on appelle le socialisme municipal. Les socialistes n'ont pas le pouvoir à Paris, et donc on va multiplier les îlots de progrès social. Ce socialisme municipal comporte donc des crèches, des bains-douches, des écoles primaires, des écoles primaires supérieures, on appelle ça les collèges, comprennent de l'action sociale, des colonies de vacances, et du logement social, ce qu'on appelle les HBM, les habitations à bon marché. Cela dit, si l'on dresse un bilan de l'ensemble de cette politique Marquet, j'ai calculé que cela représentait 300 logements sociaux en 20 ans. On est loin des grands ensembles qui sont construits par les maires de toute tendance. Après la Deuxième Guerre mondiale, certes, Marquet a contribué au progrès des familles dans son quartier populaire, mais c'est une esquisse. Il est le symbole d'un démarrage, il ne peut être le champion d'une politique de masse. Le monde ne se réduit pas aux belles maisons collectives pour le peuple et aux prestigieux palais du XVIIIe. Le monde est alors celui du communisme de Staline, du nazisme de Hitler et du fascisme de Mussolini. Les démocrates, eux, se cherchent. Marquet est un peu plus qu'intéressé par la sorte d'ordre nouveau qui s'installe en Allemagne et en Italie. Il y a ce mouvement qui naît dans l'après-guerre, à partir des années 30 surtout, qui est l'admiration de la force, l'admiration d'Hitler, Mussolini, que moi-même j'ai entendu vanter quand j'étais enfant, par des épiciers, voyez, les gens du peuple, qui admirent Mussolini et sa manière forte. Alors, cette admiration est partagée par une grande partie de la société, dont Marquet. Et il est allé en Italie, il est allé en Autriche voir le chancelier Dollfuss. Il vire déjà vers l'admiration de la force. Et cette admiration de la force va glisser vers l'admiration du fascisme, parce que c'est le bon moyen de gouverner. Il est très vite situé à l'aile droite de la SFIO. À l'intérieur de ce parti, en effet, il incarne le courant réformiste,
celui qui a soif d'action, soif de participation au pouvoir. Et de ce point de vue-là, Marquet est fortement influencé par son expérience de maire d'une grande ville, ce qui est le cas de peu de dirigeants socialistes de l'époque. Et cela l'amène à envisager progressivement une révision doctrinale, un abandon du marxisme, une révision donc du socialisme. Et Marquet fait partie de ceux qui, effectivement, sont le plus sensibles à l'action et à ce qu'il peut considérer, entre guillemets, comme l'efficacité du fascisme. 6 mois après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, lors du congrès de la SFIO en 1933, Marquet prononce les 3 mots « ordre, autorité, nation ». Ce à quoi, à la tribune, Léon Blum répond « Je suis épouvanté ». Si nous voulons sauver le socialisme et la démocratie, démontrons leur aptitude à gouverner. En vue de cette démonstration, j'ai rappelé aux travailleurs socialistes la valeur des mots ordre, autorité, nation. Cette manifestation de bon sens n'aurait dû épouvanter personne. Avec d'autres, Marquet est exclu de la SFIO. Il crée un parti socialiste dissident qui refusera le pacte antifasciste avec les communistes. En Gironde, il rallie tous ses amis à son parti socialiste de France, Union Jean Jaurès. Il pense qu'il représente ce courant de modernisme qui va transformer cette cité endormie, un peu accroupie sur ses valeurs. Donc c'est un personnage noir et blanc, si vous voulez, mais c'est pas tout noir, tout blanc. Il y a l'ancien Marquet survit dans le nouveau. Il est nécessaire, si nous voulons réaliser le socialisme, de trouver un autre point d'appui. Certes, c'est douloureux, là encore, de voir tomber, comme s'écroulent des pans de mur, des choses auxquelles nous avons cru. Mais il ne faut pas réaliser la réalité trop tard, sinon vous pesez sur la réalité. Alors, ce qui obscurcit les choses, c'est son ambition démesurée. C'est la folie qui lui prend de vouloir être ministre. Et alors là, il perd sa liberté, il s'asservit. La SFIO de Léon Blum ne participe pas au gouvernement Doumergue, censé résister aux ligues d'extrême droite qui vilipendent le régime parlementaire. Adrien Marquet, avec son Parti socialiste de France, donne une caution symbolique à cette union qui se veut nationale, d'autant qu'il est titulaire du ministère du Travail. Il participe ainsi à une tentative d'union sacrée, sociale et politique, alors que la SFIO chemine vers un autre choix. La participation de Marquet à un gouvernement, elle est mue à la fois effectivement par le souci du pouvoir, il l'a toujours eu, mais elle est aussi inspirée par lui, par une analyse de la situation où il considère qu'il y a une crise, il n'y a pas de solution efficace jusque-là, et il faut par conséquent que les socialistes participent enfin au gouvernement pour agir et sortir le pays de sa situation. Monsieur Lebrun continue son voyage vers Bordeaux, où il va inaugurer avec Monsieur Marquet la 18e foire coloniale de Bordeaux. Et dans le décor des bords de la Garonne, c'est à une véritable fête nationale des vins de France qu'assiste le président de la République. Au moment où Marquet entre au gouvernement d'union nationale avec Gaston Doumergue, ancien président de la République, mais aussi avec des gens de droite, avec le maréchal Pétain, avec Tardieu, etc. Et il incarne en quelque sorte un choix opposé à ceux de ses amis qui sont extrêmement inquiets pour la démocratie et entament un processus donc, qui est celui qui amène au Front populaire à la victoire de 1936. Le choix de Marquet n'est pas seulement un choix d'ambition. Il refuse le Front populaire, qui tranche radicalement avec les régimes dictatoriaux en Europe et le coup d'État franquiste en Espagne. Mais au même moment, et avant les élections municipales et législatives de 1935 et 1936, Marquet voit sortir de terre les réalisations qui lui constitueront une carte de visite prestigieuse. Bordeaux lutte contre le chômage et s'embellit.
On remarque l'originale conception du bâtiment de la régie du gaz et de l'électricité. Sur la rive gauche de la Garonne, voici de nouveaux abattoirs et un marché aux bestiaux, aménagés chacun d'après des plans et des formules techniques neuves. En présence d'une foule nombreuse, massée dans la cour d'honneur, la piscine municipale de Bordeaux est inaugurée par M. Marquet, député maire de la ville. Cet établissement, véritable modèle du genre, comporte, avec leurs différents plongeoirs, une piscine d'hiver et une piscine d'été. Le nouvel édifice du stade municipal de Bordeaux vient d'être achevé. Le goût artistique et pratique dont se sont inspirés les architectes fait de ce stade l'un des plus beaux d'Europe. Monsieur Adrien Marquet, député maire de Bordeaux, préside la cérémonie d'inauguration. Malgré le glissement qui est celui de Marquet, malgré les attaques qui sont portées très vivement contre lui à ce moment-là, ses ex-amis de gauche le voient comme encore quelqu'un qui appartient à ce bord, en quelque sorte, de l'échiquier, qui n'oublie pas ce qu'il a pu faire à la mairie de Bordeaux et qui le défendent par rapport à des socialistes, évidemment, qui, eux, ne lui pardonnent pas son attitude. La préparation des élections va permettre de vérifier tout à la fois le glissement à droite de Marquet et la fidélité d'un électorat populaire et de gauche à son leader local, le bel Adrien, ami des petites gens. La composition sociologique de sa liste a très nettement changé. La preuve, on y trouve un président du syndicat de l'industrie hôtelière. On y trouve un président de l'union du commerce des vins. C'est-à-dire, au fond, ce qu'il faut bien appeler la bourgeoisie bordelaise. Et donc, il faut bien comprendre à ce moment-là qu'il joue les deux fers au feu et qu'il est en train d'évoluer. Ça va lui permettre quand même de gagner les élections. Il va gagner les élections en 1935 avec 52% des voix, ce qui est quand même pas mal, étant donné qu'il avait été en rupture dès 1933 avec la SFIO qu'il avait fait élire à l'époque. Et il va être réélu, alors là évidemment, avec d'extrême justesse en 1936 comme député. Les panneaux se couvrent d'affiches multicolores. Les candidats parcourent leur circonscription. La campagne électorale bat son plein. Ce que je peux vous indiquer, c'est que le public est très circonspect. Je comprends d'ailleurs cette réserve, car le suffrage universel a en face de lui des réformistes sans réforme, des révolutionnaires sans révolution et des conservateurs qui ne conservent rien. C'est pourquoi je m'efforce de lui expliquer qu'il doit passer du domaine des mots à celui des actes. Les communistes, dont il est l'ennemi juré, appellent à voter pour lui au second tour et sauvent d'un cheveu son mandat, alors qu'il ne fait pas partie de la coalition du Front populaire. Il doit en partie cette élection à ses amis, à ses soutiens, qu'il a pu conserver issus de la gauche communiste notamment, ou syndicaliste, et dans les milieux populaires bordelais, qui gardent de lui, ou qui ont encore de lui, malgré ses pérégrinations politiques, l'image d'un homme de gauche. Et il a réussi, d'une certaine manière, en 1936, à cumuler finalement plusieurs clientèles, plusieurs électorats. La gauche, et en particulier le PC, obtient la majorité avec 378 sièges à la Chambre, dont près de 180 pour la SFIO et apparentés. Le gouvernement de Front populaire agira dans le cadre de la société actuelle. Peu importe, à Adrien Marquet, et les grèves de juin 36, les accords Matignon, et les 40 heures et les congés payés, sa politique municipale les avait parfois devancés. Après les écoles Anatole France, qui encadrent la Galerie des Beaux-Arts, les abattoirs, la Régie du Gaz, le stade, le collège de la rue du Commandant Arnoul, il donne au mouvement syndical une sorte de palais du peuple dont il soigne la conception, la construction et la décoration. Alors, on se trouve ici à la Bourse du Travail et je crois que c'est un symbole de son intérêt pour la classe ouvrière et le syndicalisme qui le représente. Et sa thèse, ça a été de fournir justement à la classe ouvrière ce qui se faisait de mieux pour la bourgeoisie. C'est-à-dire son raisonnement, ce que la bourgeoisie aime, eh bien moi,
je vais l'offrir à la classe ouvrière. Ce que la classe ouvrière n'a pas les moyens de s'offrir, moi, je vais l'offrir à la classe ouvrière. Et c'est pour ça que cette bourse du travail est décorée par les œuvres de créateurs comme Jean Dupas, comme Rogano, qui à l'époque étaient tout à fait au firmament de ce qu'aimait la bourgeoisie. En réalité, les fresques de ce palais racontent et glorifient un monde harmonieux, peuplé de travailleurs heureux, baignant dans la richesse de l'industrie portuaire, du vin, des forêts et l'opulence coloniale. C'est aussi un outil pratique et luxueux pour les syndicats. Enfilade de bureaux, grandes salles de conférences ou de meetings. Nous nous trouvons devant la grande salle de la Bourse du Travail, inaugurée le 1er mai 1938 par Adrien Marquet, étant maire de Bordeaux, et remis solennellement au syndicat ouvrier de confédéré de l'époque, autrement dit la CGT. Devant cette fresque de Camille de Buzot, on peut voir l'explosion de l'activité autour du port de Bordeaux. On voit l'allégorie de Bordeaux tenant le bateau, le dieu du commerce, Mercure, et on peut voir aussi l'ouverture sur l'Afrique, les colonies. En arrière-plan, on aperçoit la Garonne, le pont de Pierre, la Bastide et les bateaux. Ce qu'on sent bien de bout en bout, c'est que Marquet est un homme d'ordre. Dès qu'il arrive à la mairie, il emploie l'expression. Donc nous avons le goût de l'ordre, de la clarté, de la précision. Et homme d'ordre, homme d'autorité, homme de rigueur. En matière de politique culturelle, tout est cadré, tout est organisé au cordeau. Voilà, nous nous trouvons donc dans le péristyle. Alors, on remarquera les emblèmes de trois grands penseurs du socialisme et du syndicalisme à l'époque. On remarquera la citation de Jaurès qui évoque un ordre nouveau remplaçant l'ordre établi à l'époque, dans les années de fin du 19e, début du 20e. Bien sûr, la possibilité de l'ordre nouveau, c'était l'ordre qui remplacerait le système qui existait à l'époque. Donc on est frappé a posteriori par le choix des citations. L'une d'elles insiste sur la valeur travail, donc juste avant le basculement dans le régime de Vichy. L'autre citation insiste sur l'ordre nouveau, la formule est ainsi inscrite. Et bien sûr, on ne peut que se poser la question de ce basculement qui s'annonçait vers la Seconde Guerre mondiale, donc, et cette dérive. L'attaque allemande se produit dès l'aube du 13 mai. L'ennemi franchit la Meuse en 3 points. C'est la guerre éclair qui se développe comme en Pologne. Gouvernement et Parlement se replient, les palais officiels et privés bordelais deviennent les locaux de la République en transit. Et dans les salons de Mme Chaumette, rue Cabirol, Marquet reçoit, alliances et intrigues se nouent. Il y a de nombreuses relations qui racontent le désarroi de tous ces parlementaires qui débarquent à Bordeaux, qui sont absolument affolés. Là, Marquet, lui, il sort de son foyer, nickel, bien repassé, et on pense que c'est le César municipal, parce que c'est lui qui ordonne. Il a donné à Laval un bureau près du sien. Pierre Laval, qui se bat bec et ongle discrètement pour amener Pétain au pouvoir, sait qu'il n'est pas populaire parmi de nombreux députés du centre-gauche, du centre, et il utilise Adrien Marquet comme levier auprès des gens de gauche. Marquet, certes, n'est plus inséré au sein de la SFIO, mais Marquet a gardé beaucoup d'amitié, car on n'efface pas un tiers de siècle de lutte commune. En ces mois de mai et juin 40, dans la confusion apparente, chacun choisit. Jeune secrétaire d'État, le général de Gaulle s'envolera le 17 juin de Bordeaux-Mérignac vers Londres. On connaît la suite. Des parlementaires, dont Mendès France, voudront continuer la République outre-mer et s'embarqueront pour le Maroc. Adrien Marquet, lui, choisit Pétain et la collaboration avec le vainqueur nazi. Lui, il se pose déjà vraiment un collaborateur. Il fait un discours étonnant où il dit, entre autres, qu'à Blaye, l'armée allemande a été très bien reçue,
que les gens étaient contents de les voir parce que les Français en retraite s'étaient mal conduits, alors que les Allemands étaient parfaitement corrects. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Lorsque le pouvoir, après l'armistice, se déplace vers Vichy, avec les assemblées, les ministres, Laval est le numéro 2 du gouvernement, derrière Pétain. Mais il faut voter les nouvelles institutions. Le gouvernement est légèrement remanié, Marquet devient ministre de l'Intérieur. Et Marquet est dans le ton. Ce n'est pas la France qui a été vaincue, c'est un régime de facilité, d'opportunisme et de faiblesse qui s'est effondré. Or, il joue un rôle clé d'intimidation des parlementaires réunis à Vichy. Il rassemble sur Vichy des forces de l'ordre et il rencontre les députés en leur disant que s'ils ne votent pas les nouvelles lois institutionnelles, le désordre risque d'éclater et il fait régner une atmosphère de menaces, d'arrestations éventuelles. Et il joue un rôle clé, par conséquent, du maintien de l'ordre à Vichy. Ainsi, depuis les jours paniques et mondains de Bordeaux jusqu'à Vichy, entre lobbying en faveur de l'armistice et pression sur les parlementaires, Marquet est un des grands artisans des pleins pouvoirs à Pétain, voté par un parlement certes amputé, mais élu 4 ans plus tôt sur le programme du Front populaire. Une fois ces nouvelles institutions votées, il participe au premier train de mesures contre les non-pétainistes, c'est-à-dire contre des parlementaires de gauche qui représentent le Front populaire, qui représentent la gauche, qui représentent la Troisième République défunte. Et des arrestations sont déjà commises. Et il est tout de même un peu étonnant de la part d'un ancien leader de la SFIO, le Parti socialiste, de laisser faire les poursuites contre Léon Blum, qui avait été le président du groupe parlementaire de la SFIO. Le nouveau régime souhaite, même si c'est horrible rétrospectivement de le dire, apurer la France, c'est-à-dire enlever ce qui n'est considéré comme anti-français. Donc ce ne sont pas tellement les juifs à cette époque, mais les francs-maçons notamment, c'est-à-dire tous ces gens qui sont soupçonnés d'avoir constitué des réseaux d'influence au sein de la Troisième République et d'avoir favorisé la gauche, d'avoir favorisé une dérive parlementaire du régime, d'avoir favorisé l'inaction. À ce poste, Marquet organise l'épuration de la fonction publique et notamment en chasse les francs-maçons, où il a pourtant de nombreux amis proches. Et Marquet ne s'aperçoit pas qu'il a été instrumentalisé, comme on dirait aujourd'hui, par Pétain, qu'il n'a été qu'un outil de mise en place du nouveau régime. Et dès que Pétain peut s'en débarrasser, il le fait. Et du jour au lendemain, il se voit renvoyé du gouvernement. Pendant à Vichy, le maréchal Pétain continue ce travail acharné qui, jour après jour, sort la France de l'ornière où l'ont précipité des imprudents et des incapables. Passant du cabinet où il médite ses réformes fondamentales au Conseil des ministres où il les codifie, le maréchal œuvre sans répit à la rénovation de la France. Ça aurait pu être une chance pour Marquet d'être renvoyé du ministère de l'Intérieur avant les grandes mesures anti-juives, notamment, avant l'enclenchement de la grande collaboration avec l'Allemagne. Il ne la saisit pas. Un homme politique peut toujours infléchir sa propre histoire face à l'inflexion de la grande histoire. Marquet, non seulement ne saisit pas la chance de se replier dans l'obscurité pendant ces années de guerre, il fait un autre choix, dramatique, tragique même à l'échelle de l'histoire de France. Il fait le choix de contourner les pétainistes
par ce qu'il appelle, lui, une sorte de gauche collaborationniste. Il fait le choix de s'allier avec les Allemands pour instaurer un pouvoir collaborationniste avec l'argument que lui, homme de gauche, serait mieux à même de rallier le peuple de France, les classes populaires, au régime collaborationniste que Laval ou que Pétain, et qu'ainsi il éviterait l'orientation d'un certain nombre de gens du peuple vers la résistance, notamment. À Paris, Marquet rencontre Otto Abetz. Knochen soutient un quotidien ultra. Mais pendant ce temps, à Bordeaux, les Allemands et la police française s'activent. Près de 300 résistants seront fusillés en plusieurs vagues par les nazis au camp de Souges. La Gironde totalise 1 millier de déportés politiques. Les camps d'internement de Bacalan et Mérignac sont visibles. Mais Marquet persiste. La France peut et doit avoir sa part dans la nouvelle Europe. C'est pourquoi elle doit se prononcer pour la collaboration avec l'Allemagne, collaboration qui assure la sauvegarde de la paix, de l'avenir et de la civilisation. Marquet a lancé le journal Le Progrès avant-guerre et pendant la guerre, donc on va en feuilletant, si on feuillette ce journal, on mesure à quel point la dérive idéologique a été importante. Les expositions donc organisées par les Allemands au musée sont présentées abondamment et également très soutenues. À Bordeaux, l'exposition « L'Allemagne de nos jours » reçoit la visite de M. Adrien Marquet, maire de la ville, et de M. Pierre Alippe, qui sont accueillis par le général Faber Dufaux. Cette importante manifestation qui fermera bientôt ses portes est une synthèse de l'effort industriel allemand. Après les autostrades, voici pour les croisières ouvrières le Robert Lai, l'un des paquebots de la force par la joie. Hors Paris, Bordeaux est la seule ville de province avec Nancy qui reçoit l'exposition Le Juif et la France. Le maire de Bordeaux l'accueille dans ses locaux prestigieux. Et dans les quartiers populaires, que Marquet connaît bien, l'administration de Vichy arianise et spolie commerçants et artisans juifs. Des centaines de vitrines et d'ateliers sont signalés comme bien juifs et vendus à bas prix à des non-juifs. Impossible d'ignorer ces drames et ces injustices. Cette exposition a lieu au musée, c'est-à-dire dans l'enceinte même de l'hôtel de ville, et va accueillir entre 50 000 et 60 000 visiteurs, avec projection de films donc antisémites, les corrupteurs, le péril juif, qui sont projetés sous chapiteaux dans le jardin de la mairie d'ailleurs, conférences hebdomadaires et appui de la presse locale qui présente évidemment abondamment la manifestation. D'autres que Marquet, qui furent comme lui séduits par Vichy, se mettent au vert à partir de 1942 et réapparaîtront parfois en résistant à la libération. Adrien Marquet, lui, ne bronche pas, et même le saccage de la grande synagogue transformée en prison en janvier 1944 ne lui arrache pas un soupir. 1681 juifs auront été déportés, dont 225 enfants. Leur recensement public, organisé en octobre 1940 par une loi de Vichy, avait livré à la police 1200 dossiers familiaux et 3000 dossiers personnels. Marquet n'a jamais agi en direct, n'a jamais fait agir son conseil municipal, n'a jamais fait de déclaration, n'a jamais plaidé auprès des Allemands la sauvegarde des populations juives lors des rafles, car Bordeaux avait une population juive historique et cette population juive a été victime de rafles, moins abondantes qu'à Paris puisqu'il y avait une population moindre, mais tout aussi forte, tout aussi en tout cas symbolique que ce qui s'est passé dans le reste de la France. Et Marquet n'a jamais émis la moindre opinion directe sur ce sujet. Et ces juifs ont été rassemblés à la gare de Bordeaux, à la gare Saint-Jean. Donc ces mouvements de population n'ont pas été faits discrètement. On voyait bien qu'il y avait des arrestations, on voyait bien qu'il y avait des rafles. Michel Slitinsky a révélé le rôle du préfet Papon et de l'administration française. Il était aux deuxième loge, il savait ce qui se passait.
il savait qu'il y avait beaucoup de ses amis qui avaient été arrêtés ou qui pouvaient l'être. Donc il aurait pu intervenir, avoir un geste. L'un de ses adjoints au maire, l'un de ses compagnons de route les plus proches, qui était juif, a été du jour au lendemain obligé de quitter le conseil municipal. Et Marquet n'a prononcé aucune phrase sur ce sujet lors de la séance du conseil municipal. Le statut des Juifs a été prononcé. Notre collègue, M. Benzacar, s'est trouvé frappé par cette mesure. Il m'a adressé sa démission. Je l'ai transmise au préfet. Seul M. Origo, opposant, fit alors l'éloge de M. Benzacar, démissionnaire obligé, en raison des lois raciales de Vichy. Benzacar a eu la délicatesse de lire une lettre annonçant qu'il ne faisait plus partie du conseil municipal. Et le conseil municipal a continué ses travaux comme si rien n'était. Quand la loi du statut des Juifs est tombée, bien sûr, Adrien Marquet est resté silencieux, il n'a rien fait du tout. Et quelques mois après, l'arrestation est tombée. Elle est non seulement tombée pour Maître Benzacar lui-même, mais sa femme, son beau-frère, sa belle-sœur ont été arrêtés en même temps. C'était déjà des grabataires, et ces grabataires, on les a menés parce qu'il fallait faire du chiffre dans les convois. Été 44. Le débarquement allié a eu lieu en Normandie. Bordeaux sera bientôt libéré. D'ailleurs, les troupes allemandes remontent vers le nord. Que va faire Marquet? Il demeure à Bordeaux, ne quitte guère l'hôtel de ville. Quel va être le destin de cet homme? Surprise, ce sont des résistants qui vont le sauver de la possible vengeance brutale d'autres résistants plus expéditifs. À la Libération, c'est-à-dire en août 1944, Bordeaux est une ville troublée. Il ne faut pas oublier que la guerre continue dans la poche du Médoc et dans la poche de Royan à quelques dizaines de kilomètres. Des combats sanglants se produisent. Donc Bordeaux est une ville torride. Par ailleurs, Bordeaux est situé tout près du Massif central où les noyaux de résistants armés sont nombreux. Et l'on craint même une occupation de Bordeaux par les résistants, par les FTP proches des communistes, qui sont nombreux à Bordeaux. À cette époque, la ville est partagée entre la peur des communistes, mais aussi la joie d'être libérée. Et enfin, par le ressentiment, car il s'agit de pourchasser les collaborateurs, les collaborationnistes et leurs figures de proue. Et Marquet est l'une d'entre elles. Des affiches, copiées par la police et archivées, demandent que Marquet et Poinceau, un chef de la police, soient purement et simplement fusillés. Contrairement à d'autres notables de l'occupation, il n'a pas cherché à jouer un double, triple, quadruple jeu, c'est-à-dire à obtenir des brevets de résistance. Il sait qu'il a fauté et qu'il doit payer. Mais justement, un certain nombre de résistants ne souhaitent pas qu'il paye dans l'anonymat, si je puis dire. Ils veulent que publiquement Marquet comparaisse devant un tribunal politique. Je regarde cette photo d'Adrien Marquet. Je la regarde. Et je vois bien que c'est un homme fermé. Cette moustache, ce regard, ce grand front. Et on sent bien que c'est un homme énigmatique. Il est refermé sur lui-même. Il a son ambition. Il a l'idée très forte qu'il a de lui-même, de ses capacités. Et les circonstances ne vont pas le favoriser. Elles vont être contre lui. Et au moment où il faut qu'il accepte que l'Axe va être vaincu, que les Américains, les Anglo-Américains gagneront, alors là, il se raidit, mais il sait qu'il va vers le gouffre. Mais il ne se résignera pas. Il a été arrêté dans une maison où logeait un employé de la mairie qui travaillait pour la résistance, vivait avec une Anglaise
Et ce couple a souhaité préserver Marquet du risque d'exécution par des noyaux agités et l'a abrité chez lui pendant quelques jours, rue de Landiras, et ils l'ont mis à l'abri. On le sait puisque la dame, Gladys Normand, a raconté cela dans une lettre qui a été retrouvée par hasard dans les archives municipales. Alors, c'est une lettre manuscrite qui venait donc dans cette enveloppe, où on voit que ça a été donc déposé aux archives en 1945. Gladys Normand, l'auteur de ce manuscrit, et son mari Henri, finalement, on ne sait pas grand-chose. Lorsqu'ils arrivent à Bordeaux, vers les années 30, ils ont apparemment bénéficié de l'aide d'Adrien Marquet. Et lorsque Henri est mobilisé en 1939, il fait rentrer Gladys à la préfecture comme archiviste pour lui permettre de subvenir à ses besoins également. Donc certainement que Gladys se sent une certaine dette vis-à-vis d'Adrien Marquet, avec qui ils ont noué une relation d'amitié. Ils ont compris que leur divergence était réelle très rapidement au début de la guerre, mais néanmoins, ça ne les empêche pas de poursuivre une relation amicale, et c'est d'ailleurs lui qui marie leur fille entre 1942 et 1944. Marquet s'énervait, lisait les journaux, il était à l'affût des nouvelles, de ce qu'on disait. Je me gardais de lui dire que le matin même au Capucin, on réclamait sa tête en criant « Marquet, au poteau !» Ce même marché des Capucins dont il avait été l'idole pendant 20 ans. Alors il se tourne vers eux, donc il est désemparé, et en même temps, on voit bien dans le témoignage comment aussitôt sa personnalité reprend le dessus, il devient combatif. La lettre fait état d'un certain nombre d'éléments qui seront ceux de la défense de Marquet lors de son procès ensuite. Le fait qu'il a sauvé Bordeaux de bombardement du port, le fait qu'il a permis à des gens d'être libérés, etc. Enfin, tous ces éléments-là qui sont ensuite présents au procès, on voit que déjà il les met en avant, et en tout cas c'est rapporté par Gladys Normand. On voit que déjà donc il tourne dans sa chambre chez elle en essayant de construire sa défense. Tantôt le moral de Marquet était bon, tantôt très bas, mais il parlait sans arrêt, faisait des discours, faisant sa défense, donnant des arguments, comme s'il avait eu un grand auditoire. À vrai dire, il me cassait la tête, écrit Gladys Normand, dont la lettre contient ainsi les seules notations psychologiques connues sur ce personnage très secret quant à sa personnalité. Adrien Marquet est arrêté chez Gladys Normand par 2 policiers, dont son ancien garde du corps à Vichy, qui le protège d'incidents possibles. Il est conduit au Fort du Ha. La lettre de Gladys Normand raconte « Il connaissait mes idées, il m'a même dit un jour en riant « Oh, vous et Henri, vous finirez au Fort du Ha ». Ce à quoi je lui avais répondu en plaisantant « Ah, puisque vous êtes si bien avec les Boches, j'espère que vous nous ferez sortir ». Mais c'est lui qui s'y trouve maintenant avec d'autres collaborateurs dans les cellules d'où sont partis les résistants fusillés au camp de Souges. Marquet est ensuite transféré à la prison de Fresnes. Il y attendra 3 ans que son procès s'ouvre devant la Haute Cour de justice. Une chance pour lui. Fin 1947, la situation politique a changé du tout au tout. Les ministres communistes ont quitté le gouvernement et De Gaulle s'est retiré à Colombey. Marquet sera jugé et condamné à minima. Voilà l'inventaire. Lors de son procès, Marquet et ses amis ont argué que Marquet avait sauvé Bordeaux de l'explosion que prévoyaient les Allemands, une énorme explosion. On aurait fait sauter tous les ponts, un certain nombre de bâtiments publics.
Alors c'est vrai que les Allemands en partant risqueraient de pratiquer ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée, de faire sauter les ponts, de faire sauter des bâtiments publics, voire même de tirer sur la population. Marquet, certains adjoints au maire, certains notables tentent de négocier avec les Allemands un retrait pacifique. Mais les Allemands leur disent négocier d'abord avec la résistance, un accord permettant un retrait des troupes allemandes sans se faire canarder, quoi, au fond, par les résistants qui sont déjà ici ou là tapis dans la ville. Donc il est vrai que ces hommes ont tous discuté pour préserver Bordeaux de ces destructions. Il est vrai aussi que par des biais mystérieux ont été pris avec la résistance, avec des dirigeants locaux de la résistance. Et ceux-ci ont dit pendant quelques heures, nous n'agresserons pas les Allemands s'ils se retirent. Cela dit, cet accord est peut-être mis à la décharge éventuelle de Marquet. Cela ne permet pas de gommer les années antérieures. Les archives allemandes n'étaient pas encore arrivées au juge. Et là, quand on examine de près ces archives, elles sont accablantes pour Marquet, hein, où là, il n'y a pas vraiment aucune ambiguïté sur vraiment son désir collaborationniste, sur autre chose que de simples propos, hein, vraiment sur un engagement souhaitant la victoire de l'Allemagne, une France nationale socialiste. Hein. Les témoignages des officiels nazis sont en effet accablants. Leur absence au procès a permis à Marquet de négliger de s'expliquer sur son choix de l'ultra-collaboration. Pour la troisième fois depuis la libération, le général de Gaulle rend visite à Bordeaux, où l'accueille, avec le maire, M. Chaban-Delmas, une population enthousiaste. Après les fièvres de la Libération et un court intermède municipal avec Fernand Haudeguil, socialiste et résistant, Bordeaux se livre vite au jeune et prestigieux général 2 étoiles de la Résistance, Jacques Chaban-Delmas. Entre familiarité avec De Gaulle, rugby, tennis et séduction populaire, la page Adrien Marquet se tourne ainsi plus vite, apparemment. Et dès 1948, Marquet a l'intention de se relancer en politique. Et chaque année, il va adresser une demande d'amnistie au président de la République française qui sera refusée à chaque fois. Alors que Marquet n'a pas de droits civiques, puisqu'il les a perdus pour 10 ans, alors qu'on s'attendait à un bon vieux match droite-gauche pour les élections municipales du printemps 1953, avec la droite sortante autour de Chaban et la gauche militante tenant le Conseil général de la Gironde, soudain, une liste mystérieuse surgit, une liste des partisans de Marquet, sans Marquet comme leader, puisqu'il n'a pas le droit d'être leur leader. Cette liste va faire 29% des voix, celle de Chaban va faire 42% des voix, le PS faisant 16% et le PC 13%. C'est un succès extraordinaire. Estève n'était pas connu, la liste n'était pas connue. Incontestablement, c'est uniquement par l'influence de Marquet qu'un score pareil est atteint. Si Marquet avait été tête de liste, il est évident que le pourcentage aurait été beaucoup plus important. Le capital politique de Marquet et son capital personnel est resté vraisemblablement largement intact. Et seul le fait qu'il était inéligible de par la décision de la Haute Cour l'empêche effectivement de retrouver le poste qu'il aurait souhaité garder. Il a toujours estimé que c'était une sorte d'injustice. Beaucoup de Bordelais ont jugé que pendant la guerre, il était resté en place, qu'il les avait protégés. Et par conséquent, son image était restée essentiellement celle du maire, bâtisseur et du grand maire qu'ils avaient connu avant la guerre. Réélu maire, en effet, Jacques Chaban-Delmas est cependant fragilisé en permanence par la forte opposition des élus de la liste Marquet sans Marquet, qui l'empêche de disposer d'une majorité nette et franche.
Et l'amnistie de Marquet ne peut être retardée indéfiniment. Beaucoup de ces amnistiés se feront oublier. Ce n'est pas le genre d'Adrien Marquet. Marquet prépare son retour à la vie politique. Marquet, en effet, prépare les élections législatives qui sont prévues au printemps 1956. Il mène campagne avant la campagne officielle. Il mène campagne durement, il fait des meetings. Il tient meeting sur meeting. Et il continue, et il en veut toujours. Il pense aux prochaines élections où là, il sera éligible et donc où là, il pourra affronter son adversaire. Et en 1955, en avril, il fait un meeting 2 ans après les élections municipales. Il n'y a pas d'enjeu là, hein. Il attire presque 10 000 personnes dans son meeting. C'est le meeting où il va mourir d'ailleurs d'une crise cardiaque. Mais il n'est pas imaginable aujourd'hui d'avoir 10 000 personnes en meeting sur la gestion d'une ville en dehors de toute échéance par rapport à cette ville. Et s'il y avait tant de monde, ça montrait bien l'attrait de Marquet encore dans les masses. Cette réunion publique agitée a lieu à l'Alhambra, théâtre aujourd'hui disparu. Malaise à la tribune, on ne pouvait imaginer fin plus spectaculaire. Ces obsèques au cimetière de la Chartreuse vont être l'occasion d'un ultime rassemblement des élites bordelaises, au fond si bien servies par Marquet, y compris sous l'occupation nazie. Car si Marquet a connu ce destin et assumé ses choix de 40 à 44, c'est qu'il exprimait aussi le penchant de ces élites. Elles l'avaient maintenu au pouvoir. Les mêmes s'étaient réfugiés après la Libération, sous le képi étoilé de Jacques Chaban-Delmas. Le chabanisme, finalement, a été réconciliateur, unanimiste. Il fallait gommer tout ce qui divisait Bordeaux. Il fallait gommer les aspérités. Donc la mort de Marquet permet au fond d'éliminer quelqu'un qui semait le trouble dans la pacification des mémoires. Désormais, il n'est plus là. On peut sortir la gomme de l'histoire et entrer dans le domaine des tabous. Personne, au fond, a intérêt à beaucoup remuer ces choses, ou alors il faut accepter de faire un peu d'autocritique en disant ben oui, dans notre passé, tout n'a pas été très clair. Pendant 50 ans, les Bordelais ont vécu sans trop le savoir ou en l'oubliant avec leur ancien maire. Mais les historiens travaillent et la salle du conseil municipal aligne les bustes. Sous le regard virtuel et goguenard de Montaigne, celui de Marquet est là, entre Philippard et Haudeguil, à sa place. Sans doute pour nous inviter à questionner le silence des statues et à raconter leur histoire. Cette idée, si j'ose dire, de me déshabiller devant une caméra ne m'a jamais particulièrement séduit. Vous dites que vous n'aimez pas vous revoir, je vais quand même vous montrer d'autres images. J'aime pas, ça va vous surprendre peut-être, mais je m'en fous. Je vais pas vous demander d'analyser la longueur du short, quoique. On peut pas dire qu'on dévoile beaucoup. Hein. Quand même, réagissez, parce que vous êtes journaliste. Je m'en fous de savoir avec qui Ségolène Royal a été fiancée, mariée. Ça m'est égal, j'ai jamais posé ce genre de questions. Alors, ce côté un peu cynique, est-ce que ça sied finalement à la fonction de première dame? C'est exactement ce qui se passe dans la société aujourd'hui, où ce qui marche, c'est le deal. C'est fini? Déjà? Great! Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Mardi à 22h30 sur Public Sénat.
Zakynthos en Grèce, une île paradisiaque au large du Péloponnèse. Une destination phare pour le tourisme low cost en Méditerranée. Mais Zakynthos, c'est aussi un repère pour la tortue marine. La baie abrite la plus grande concentration de lieux de ponte de cette espèce en Europe, une espèce menacée d'extinction. Il y a 10 ans, à la demande de la Commission européenne, la baie a été transformée en parc national. Biodiversité contre tourisme de masse, une cohabitation difficile. 6 heures à peine sur la plage de Kalamaki, l'heure de la tournée matinale pour ces volontaires de l'association Archelon.